Bonjour tout le monde. Alors, on m'a demandé de vous faire part des avancées et des efforts du secteur du livre au Canada et à travers le monde pour favoriser un déploiement plus responsable de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Alors, demain, le 30 novembre, c'est le 2e anniversaire du déploiement au Canada d'un grand logiciel, un grand modèle de langage qui a été lancé sur le marché avec une si grande exposition médiatique que 2 mois plus tard, il comptait 100 millions de comptes et sa société mère était alors estimée à déjà 29 milliards de dollars US. Dès son lancement, ce LLM, ce Large Language Model, a été habilement anthropoformisé par OpenIA, par des termes comme intelligence, neurone, hallucination. On l'a même comparé à un bambin qui apprend. Et évidemment, ce novlangue, pour citer George Orwell, avait tout pour nous faire croire qu'un nouvel être numérique pouvait lire nos livres et s'en inspirer pour créer à son tour, à votre place, comme le font les humains. Mais nous ne sommes pas dupes. Pour le secteur du livre et des médias écrits, comme pour l'ensemble des industries culturelles, l'intelligence artificielle générative, l'IAG, telle que commercialisée en 2022, est le plus grand et le plus risqué pillage de propriété intellectuelle de l'histoire. Au Canada, en réaction au pillage, les organisations du secteur du livre se sont très rapidement concertées pour échanger et agir afin que les promesses de cette technologie se réalisent au bénéfice du bien commun. Je pense à Access Copyright, à Association of Canadian Publishers, à Canadian Author Association, à Canadian Publisher Council, à Copybec, à Literary Press Group of Canada, au regroupement des éditeurs franco-canadiens, à l'Union des écrivaines et écrivains québécois, à The Writers Union of Canada, avec des gens aussi des magazines et avec des membres de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles, où le secteur du livre a vraiment été très actif au sein même de la coalition, et récemment avec Illustration Québec aussi. Et ces échanges et ces partages de ressources précieux alimentent la conversation qu'il nous faut absolument entretenir avec le gouvernement québécois et canadien et avec nos homologues internationaux. On croit que cette technologie doit respecter le droit commun, et elle, notamment incluant le droit d'auteur et le droit à l'image, et elle doit faire l'objet d'un encadrement réglementaire actualisé. Une nouvelle technologie qui nécessite de nouveaux garde-fous. Avant de vous parler de nos efforts et de nos avancées, j'aimerais vous parler des balbutiements de cette technologie avec le témoignage d'un jeune chercheur dénommé Suchar Balaji. Je ne sais pas si je le prononce comme faux, mais ce n'est pas grave, Suchir Balaji, un jeune chercheur qui vient de publier un livre et qui a été recruté à sa sortie de l'université par l'entreprise OpenIA, dont il a par la suite démissionné. À son embauche, il a contribué à ce qu'il croyait être un projet de recherche au sein d'un OBNL qui allait devenir, sans qu'il ne le sache, la société commerciale OpenIA. Sa contribution au sein du projet de recherche était systématiquement de copier tout ce qui était accessible via Internet, incluant le plus gros site illégal de livres numériques, sur lequel on trouverait d'ailleurs des œuvres comme Le Fleuron National, Les Belles-Sœurs, But in English. Et à l'époque, il ne se doutait pas que le projet de son employeur était un robot conversationnel qui rivaliserait avec les moteurs de recherche, les sites Internet légitimes et la création artistique. À la suite de son lancement commercial en 2022, plus de 40 poursuites majeures ont été intentées à New York et en Californie par des éditeurs de livres, de presse, des collectifs d'auteurs et des artistes. J'ai su tout à l'heure qu'un conglomérat de médias canadiens poursuivait aussi OpenIA. J'ai très hâte de lire la poursuite. J'aime lire les livres, mais aussi les poursuites contre les techs. Et de nombreux États américains ont légiféré ou tenté de le faire pour encadrer cette technologie, incluant la Californie. Devant les tribunaux, le débat qui fait rage aux États-Unis oppose 2 visions de la doctrine du fair use américaine en droit d'auteur. Quoi qu'il en résultera devant les tribunaux, il apparaît qu'un système d'IAG est programmé à partir d'œuvres
quand il est programmé à partir d'œuvres protégées par le droit d'auteur, il en fait la copie complète. Ensuite, l'entreprise peut programmer son système pour qu'il en génère ou non des copies exactes ou quelque chose entre les deux. Et dans de nombreux cas, l'IAG est directement en concurrence avec les œuvres protégées par le droit d'auteur dont elles ont, entre guillemets, appris. Les modèles génératifs, toujours selon Balaji, sont conçus pour imiter les données en ligne pour qu'ils puissent remplacer essentiellement n'importe quoi qui est disponible sur Internet, des reportages au forum en ligne, en passant par des contenus d'éditeurs. Le problème, c'est qu'à mesure que cette technologie avance, elle remplace les services légitimes existants, elle génère des informations fausses, qu'on appelle affectueusement des hallucinations. Le problème en est aussi, bien sûr, un de source, parce que si on pose une question d'actualité, par exemple, sur l'industrie du livre à un GPT, c'est-à-dire à un moteur de recherche, je reçois des liens vers Copybec, vers Illustration Québec, vers l'ANEL, vers l'UNEC, vers La Presse, Le Devoir, le Journal de Montréal, etc. Mais si je la pose à GPT, les sources ne sont pas divulguées et je reçois une réponse d'une boîte noire qui ne révèle pas ses sources, légitimes ou non. C'est pourquoi il faut de la transparence. Le 15 janvier 2024, le secteur du livre canadien a répondu à la consultation fédérale sur l'IA générative et le droit d'auteur en demandant au gouvernement de la transparence. On a d'abord rappelé au gouvernement que la loi sur le droit d'auteur exigeait que l'industrie technologique demande sa permission pour utiliser nos œuvres, qu'il ne fallait pas introduire à la loi d'exception qui lui permettrait de le faire sans autorisation, et finalement qu'il fallait exiger des fournisseurs d'IA de la transparence dans la loi sur le droit d'auteur ou dans une autre législation où c'était peut-être plus approprié de le faire. À peu près au même moment où nous déposions ces recommandations, OpenIA lançait en grande pompe sa police d'assurance contre toute poursuite de propriété intellectuelle. Je n'en revenais pas, mais avoir pris connaissance de la fameuse police, j'ai compris que c'était de la poudre aux yeux commerciale parce que les conditions pour bénéficier de cette police, c'était de ne pas enfreindre le droit d'auteur en utilisant l'IAG. Autrement dit, je vais te protéger d'une poursuite contre un bris pourvu que tu ne brises jamais rien. Les livres de qualité sont des joyaux pour les géants technologiques de l'IAG et leur succès ne doit pas se faire sur le dos des créateurs. La récente pétition Statement on IA Training témoigne d'ailleurs d'un consensus international selon lequel l'utilisation sans licence d'œuvres pour entraîner l'IAG est une menace majeure et injuste pour les moyens de subsistance des personnes à l'origine de ces œuvres et qu'elle ne doit pas être autorisée. En février 2024, l'ANEL a également pris part avec ses partenaires du livre en collaboration avec la Coalition pour la diversité des expressions culturelles à l'étude de la première législation canadienne susceptible d'encadrer spécifiquement l'IA. Nous sommes intervenus sur sa partie concernant l'IAG et les données et essentiellement pour demander aux Canadiens au gouvernement d'offrir aux Canadiens le même niveau de protection que l'Europe s'apprêtait à le faire en juillet 2024. Ça se travaillait au Parlement européen, mais on suivait ça de près. Et en juillet 2024, le cadre adopté par l'Europe exige que les grands modèles de langage, même ceux qui ne sont pas à risque élevé, se conforment aux exigences de transparence et à la législation sur le droit d'auteur, indiquent que le contenu a été généré par l'IA, conçoivent la technologie pour l'empêcher de générer du contenu illégal, publient des résumés de données, d'œuvres protégées par le droit d'auteur et étiquettent les contenus générés ou modifiés à l'aide de l'IA pour qu'on sache qu'il s'agit de ce type de contenu. Les 10 associations, incluant l'ANEL que je vous mentionnais en introduction, ont déposé un mémoire conjoint à ce sujet bilingue le 1er mars 2024. Et je vous dirais que nous sommes tous unis dans les 2 langues officielles pour faire des marathons de rencontres auprès des élus, auprès des équipes, pour rappeler le lexique du droit d'auteur, complètement absent de l'anthropomorphisme de la Big Tech. On a d'ailleurs comparu notamment auprès du comité sur les technologies émergentes, qui est un comité à Ottawa qui est transpartisan, je vous dirais. Et on y a été beaucoup plus tard que les Big Tech, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire.
On croit donc qu'avec l'obligation de demander la permission aux auteurs et aux éditeurs, les auteurs et les éditeurs peuvent concéder sous licence appropriée leur publication à l'industrie. Des licences d'œuvres bien encadrées au fin de la fouille de textes et de données se développent, que ce soit avec le Copyright Licensing Agency, le Created by Human. Récemment, plus précisément, il y a 10 jours, HarperCollins annonçait avoir une entente dont, au fin de la fouille de textes et de données, dont les balises sont appropriées pour ne pas concurrencer les œuvres. Elles permettent une utilisation respectueuse du marché des ayants droit tout en permettant à l'IAG de bénéficier de précieuses données. Alors, ces ententes, ces cadres juridiques à jour aidera la population et ses créateurs à mieux saisir les opportunités de l'IA. On pense que les entreprises doivent respecter le droit d'auteur, même si elles sont nombreuses à les enfreindre et à réclamer un affaiblissement de leur protection. Enfin, on demande évidemment que la protection du droit d'auteur ne puisse bénéficier qu'aux humains. On a partagé hier, l'Association nationale des éditeurs de livres, 20 constats, une espèce de synthèse des réflexions que nous avions partagées le 31 octobre avec Patrimoine canadien qui faisait une enquête sur les impacts de l'industrie de l'IGA auprès de la culture. Et on a rendu public notre constat. Si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez aller le lire sur le site de l'ANEL. Je vais vous partager certains constats. Donc, lorsqu'elle n'est pas formée sur de la propriété intellectuelle sous licence appropriée et utilisée judicieusement, l'IAG dans la création et la publication de livres peut miner l'originalité de l'œuvre, être du plagiat et compromettre la capacité de concéder sous licence. Il est crucial, au profit du bien commun, de sensibiliser la population et d'exiger l'action et la concertation gouvernementale à tous les paliers. On pense provincial, fédéral, international, mais auprès du ministère de l'Éducation, auprès des municipalités, auprès de tout. Il y a une nouvelle littératie sur cette technologie à divulguer. Au niveau du secteur du livre comme tel, on comprend que les technologies de l'IA peuvent être utilisées au bénéfice du bien commun pour aider, par exemple, les maisons d'édition à protéger plus efficacement les auteurs et leurs œuvres contre le plagiat, gérer des métadonnées enrichies en format numérique, optimiser des mises en marché et automatiser des processus de vente, enrichir l'expérience sur des plateformes numériques, préparer des rapports de redevances, accélérer des calculs et des analyses, simplifier la gestion documentaire, traiter rapidement de grandes quantités d'informations, avec pour objectif d'accroître l'efficience de l'entreprise éditoriale au bénéfice du rayonnement du succès du livre et de son auteur. En plus de ces problématiques de désinformation et d'atteinte à la propriété intellectuelle, l'IAG est aussi controversée pour ses enjeux de cybersécurité, de protection de la vie privée, de biais, de manque de transparence des algorithmes, de perte de contrôle sur leur utilisation, de déqualification des personnes, d'impact écologique. Apparemment, quand on fait une recherche là-dessus, ça prend plus d'énergie que si on branche son téléphone pendant 8 heures. Et il y a aussi la question des dépendances affectives à des robots conversationnels, pour ne nommer que ces dérives. Et plus particulièrement dans le secteur du livre, maintenant, on peut s'acheter des beaux livres sur des plateformes étrangères que je nommerai pas, mais qui font du commerce au détail, mais qui ne payent pas vraiment de taxes pour déneiger nos rues quand il y a de la neige. Évidemment, il y a toutes sortes d'œuvres qui ne sont pas des œuvres. On a vu un livre écrit sur les champignons manitobains, truffé d'erreurs, avec de quoi s'intoxiquer. On pense que les humains, les auteurs, les éditeurs, la collaboration entre les deux est un garde-fou contre cette dérive du livre qui doit continuer de gagner la confiance du public. En terminant, je vous invite à aller signer la pétition Statement on IA Training que M. Eid a signée aux côtés de Kate Bush et Julianne Moore, Robert Smith et moi-même. Et plusieurs autres associations canadiennes. Il y avait aujourd'hui, ce matin, quand je suis allée voir 36 000 signataires. Je pense qu'il faut ajouter notre voix aux créateurs internationaux qui pensent, comme Richard Desjardins, qu'on peut copier sa musique quand on
n'est pas obligé de payer notre bière au dépanneur. Alors, permettez-moi en terminant de citer un constat de la CISAGE Jeannette à l'ouverture concernant l'IA. J'ouvre les guillemets. « Tant que nous écrirons avec nos têtes et nos cœurs, nous serons sauvés. » Je suis maintenant impatiente d'écouter vos réflexions. Merci beaucoup. Avant, je me présente, Chris Bergeron, je vais animer cette table ronde pour la prochaine heure. Alors, disclaimer, je suis une utilisatrice très enthousiaste de l'intelligence artificielle. Je l'utilise dans l'écriture de mes livres. J'ai déjà dumpé tous mes 3 romans sur toutes les plateformes et je compte continuer à l'utiliser dans mes prochaines œuvres parce que c'est un outil qui me semble particulièrement puissant, justement, pour trouver des choses originales. Tout est une question d'utilisation de l'outil, bien évidemment. Et puis, comme je suis vice-présidente chez Cossette et que c'est l'avenir de notre métier publicitaire, je n'ai pas trop le choix. On a investi des millions et des millions dans l'intelligence artificielle, on va continuer à le faire. Alors, j'ai une approche qui est un petit peu différente, j'avoue, quand j'entends cette liste de... ça me donne en tant que créatif le sentiment inverse, ça me donne envie, c'est mon côté rebelle, d'aller 2 fois plus jouer dedans, parce que je prends ça un petit peu comme des règles tout d'un coup, puis j'aime pas les règles. Mais ça, c'est moi. Et là, je suis là pour vous écouter parler sur... ceci dit, j'écris des romans sur des intelligences artificielles qui foutent en l'air le monde, hein, donc je ne suis pas complètement débile. Ceci dit, je vais commencer par vous présenter. Et il y a un bel équilibre parce que je pense on a eu la chance de se parler un petit peu en amont de cette conversation. Il y a des gens autour de la table qui sont contre, des gens qui sont un petit peu, OK, regardons. Il y a des points de vue plus techniques, des points de vue plus, je dirais même d'industrie dans ton cas. Alors, je vais d'abord vous présenter, vous faire un petit peu de la petite bio, puis après ça, je vais vous demander à chacune d'entre vous, de peut-être avoir un petit topo sur, voilà, qu'est-ce que ça représente pour vous au niveau éthique. On va beaucoup parler d'éthique, je pense que probablement plus d'éthique que d'innovation ou opportunité, parce que c'est vraiment le sujet là en ce moment. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Alors, on a autour de la table Andréane Sabourin-Laflamme, qui est professeure de philosophie au collège André Laurando, candidate au doctorat à la faculté de droit de l'université de Sherbrooke, titulaire d'une maîtrise en philosophie, puis son projet de recherche doctorale financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada porte sur le rôle de l'éthique et du droit dans l'encadrement normatif de l'IA. Donc là, on est vraiment sur, je dirais, l'implantation technique ou concrète de certains nombres des principes qui ont été établis ici. Puis ça va être intéressant de voir aussi à quel point des prises de position peuvent ensuite devenir des lois ou des encadrements concrets. Vous connaissez très certainement Jean Polide, qui est un de nos plus grands BDistes. Mais alors, bon, vous le connaissez pour la BD, et puis depuis des années, hein, avec Crow, mais aussi... Ici, tu es plus présent en termes de membres de l'Association des illustrateurs du Québec qui ont un point de vue très clair sur l'intelligence artificielle et son utilité et son usage, d'autant plus que l'illustration, c'est un domaine plus particulier probablement que l'écrit, parce que l'écrit, il y en a, la somme d'écrits est telle que c'est très difficile de reproduire l'œuvre de quelqu'un, mais demander à Midjourney de refaire le petit astronaute, peut-être que c'est possible. Le petit cosmonaute, le petit astronaute, merci. Et puis, on a Christiane Vadnais qui écrit de la fiction depuis
un petit bout. Son premier livre, c'était Faune, qui est sorti chez Alto en 2018. Tu as remporté plein de prix, traduit dans 4 langues, investi depuis une quinzaine d'années dans le milieu littéraire, comme responsable d'Aléa, le laboratoire éditorial d'Alto de 2019 à 2020. Et puis en 2019, tu as reçu le prix de l'ICQ pour son rayonnement international, pour ton engagement envers les nouvelles formes de littérature. Donc il y a aussi l'aspect technologique, je dirais laboratoire, qui peut être intéressant aussi dans ces sujets-là. On va en parler. Alors, chacun votre tour. Est-ce qu'il y a déjà une posture de base qui est, pour faire écho à celle qu'on vient d'entendre? Je commence avec toi. Oui, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Quand je réfléchissais un peu à la manière dont j'allais apporter mes idées, j'ai essayé de séparer la question en 3 sous-questions. Parce qu'il y a énormément d'éléments là, dans ce questionnement-là. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait peut-être essayer de séparer, juste pour réfléchir correctement à la question, premièrement, de l'entraînement des modèles d'IA, la question de l'utilisation de ces modèles-là, puis la question aussi des effets sociaux. Des effets sociaux sur nos écosystèmes, sur aussi le milieu de l'art, de la culture, l'industrie du livre, etc. Donc, je pense que ça peut être une manière de séparer un peu les questions. Bon, d'abord, je vais y aller rapidement là, pour tout de suite, mais c'est certain que la question de l'entraînement des modèles pose toutes sortes d'enjeux éthiques et juridiques extrêmement importants. On peut s'insurger moralement de voir les œuvres d'auteurs être avalées par ces systèmes-là. La question, par contre, va être déterminée au niveau légal. Et on ne sait pas encore quelle va être l'issue là, de ces litiges-là. Si on en vient à déterminer que, en fait, parce que l'argument de OpenAI, c'est qu'ils ne font que utiliser, ce n'est pas en fait une appropriation de l'œuvre. Ils l'utilisent seulement pour de la recherche. Et là, il y a une espèce de petit, un petit jeu dans la loi qui fait en sorte que si on leur accorde cette porte-là, peut-être qu'ils pourraient avoir gain de cause. Donc, la recherche, c'est-à-dire de la recherche probabilistique. Donc, dans la question, c'est de savoir est-ce que, puis c'est ce qu'ils prétendent, en fait, ils prétendent que OpenAI ont utilisé ces données-là pour faire de la recherche. Et là, ce que les plaignants, c'est que non, ils l'utilisent à des fins commerciales. Mais c'est en partie cette question-là que ça va se décider. Mais ceci dit, je ne suis pas du tout une spécialiste du droit d'auteur, puis je pense qu'il va falloir qu'on regarde ça avec beaucoup d'attention. Maintenant, pour la question de l'utilisation de l'IA, là, je dirais que ma position est peut-être plus nuancée, à savoir que je me pose en fait la question, est-ce que toute forme d'utilisation de l'IA devrait nécessairement être considérée comme étant un préjudice ou comme causant un préjudice aux personnes dont l'œuvre a été utilisée pour générer donc le modèle. J'ai une question concrète. Oui. Dans mon dernier roman, Vandal, aux éditions XYZ, qui a été écrit à 95% par moi et à 5% par ChatGPT, mais il y a un moment où il y a une intelligence artificielle, justement, qui est un des personnages, qui écrit un code, qui est le code de la conscience. Moi, je ne sais pas coder. Alors, j'ai demandé à ChatGPT de me sortir un code qui pourrait être quelque chose qui ressemble à un code d'ordinateur pour générer une conscience dans une machine. C'est du vol? Bien, je n'ai pas de réponse là, à ce cas-là en particulier, mais c'est sûr que... Parce que c'est souvent comme ça qu'on l'utilise pour aller chercher de l'info un peu concrète, pour compléter des trucs. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent de toutes sortes de manières différentes. C'est sûr que si on demande à ChatGPT de générer une image dans le style de Banksy ou je ne sais trop, là, évidemment, là, on a un enjeu majeur. Mais, tu sais, si on l'utilise pour générer, par exemple, une idéation, il y a beaucoup de gens qui vont l'utiliser comme aide à la création.
le produit de leur travail, finalement, ça va être eux-mêmes qui vont l'avoir créé, mais ils vont l'avoir utilisé comme pour un dialogue. Moi, je me pose la question à savoir où est-ce que, dans ce spectre-là, où est-ce que la ligne se trace? Puis ça se pose dans tous les milieux. Moi, j'enseigne au cégep. Ça se pose dans ce milieu-là. Dans quelle mesure est-ce qu'il faut condamner toute forme d'utilisation de l'IA? Mais on voit, premièrement, que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de le faire. Et donc, où est-ce qu'on trace la ligne? Moi, je pense que ça, il y a une question à poser. Je vais vous donner un exemple. Tu sais, je travaille en agence de publicité. On a, chez Cossette, qui est la plus grande agence de pub au Canada, on a à peu près 300-400 créatifs, c'est-à-dire des gens qui font des images ou écrivent des mots. Je dirais aujourd'hui 80-90% des créatifs utilisent l'intelligence artificielle comme outil de brainstorm. Donc, c'est ça. La question que je pose, c'est justement où tracer la ligne. Puis, j'ai pas la réponse là, en ce moment. Peut-être que vous allez pouvoir contribuer à cette réflexion-là. Mais je dirais juste qu'il y a énormément de gens qui vont... Aujourd'hui, on fait face à de la création qui est hybride dans bien des secteurs. Est-ce que c'est totalement immoral? Moi, j'ai un peu de la difficulté à condamner sans embâche toute forme d'utilisation de l'IA dans un processus artistique, compte tenu du fait aussi que ça fait assez longtemps qu'on utilise l'IA en art. Hein. Il y a un livre récemment qui est sorti de Sofiane Audry, où est-ce qu'il nous donne toutes sortes d'exemples d'utilisation de l'IA dans des contextes d'exposition. L'autrice Caroline Georges, qui fait un travail absolument graphique extraordinaire avec l'intelligence artificielle. C'est ça. Ce qui est nouveau, peut-être, c'est le fait que c'est Madame Tout-le-Monde qui peuvent accéder à ça, qu'il y a une forme d'accès universel, puis que là, tout le monde peut prétendre à pouvoir créer quelque chose. Il y a une autre question qui se pose ici, c'est que si c'est aussi facilement accessible pour monsieur tout le monde, est-ce que c'est pas justement parce qu'on a volé le minerai de base et que ça rend ça accessible? Alors, là, je dis stop, voilà. Parce que un petit pas de côté, tout le monde va faire son topo. Justement, toi, tu as un point de vue qui est très différent, parce que c'est beaucoup plus facile de venir je dirais, souligner le manque, ou en tout cas la baisse de revenus pour les créatifs, les créateurs, les illustrateurs, qui avant étaient appelés et sont de moins en moins appelés. Quand on s'est parlé la dernière fois, je trouvais que tu avais quelque chose de très ancré dans la réalité du quotidien. Oui, en fait, nous, les illustrateurs, on a été vraiment sur la première ligne. On a reçu en plein visage la première vague du tsunami. Et puis, maintenant, ce qu'il faut mettre bien au clair, c'est qu'on n'en a pas contre la technologie. S'il y a des gens à qui on ne peut pas reprocher d'être réfractaires à la technologie, c'est bien les illustrateurs. La majorité travaillent avec des outils numériques, certains même sur support immatériel. Non, ce contre quoi on en a principalement, le principal enjeu pour nous, c'est vraiment la question de l'intelligence artificielle générative, donc qui génère du visuel et dont le modèle d'affaires, et c'est contre ça qu'on a le modèle d'affaires des gens qui ont décidé que le minerai de base, comme je le disais, donc le data, cette quantité astronomique de données, de fichiers, d'illustrations, on n'allait pas payer pour. On allait se servir soi-même, on va jeter les filets dans les océans du net, on va ramasser tout ce qu'on trouve, et quand je dis qu'on copie, on copie. On n'est pas encore là dans un vocabulaire anthropomorphique où l'intelligence artificielle s'inspire. Elle ne s'inspire pas. L'intelligence artificielle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle copie des fichiers de la première ligne de code à la dernière ligne de code qu'elle va emmagasiner dans une banque de données à partir de laquelle elle va synthétiser des styles, synthétiser des palettes de couleurs, etc., pour en arriver à générer des images. Et donc, ce qui est fou, c'est que là-dedans, nous, on ne nous a rien demandé. C'est des millions d'artistes qui se sont fait spolier de leur portfolio entier. On ne nous a pas demandé la permission, on ne nous a évidemment pas rétribué. Les crédits ont disparu, évidemment, parce que tout ça se fait dans une très grande opacité. Jamais on ne saura quelles images, enfin jamais. À ce jour, on ne sait pas quelles images et quels illustrateurs ont été copiés. Et puis, tout ça se fait en plus avec l'odieux de ne pas pouvoir retirer les images du processus de programmation de la machine une fois qu'on se doute que nos images ont été copiées. Et donc, non seulement on nous a volé à partir de quoi on vit, nous, les illustrateurs, de quoi on vit
de la vente de licences de reproduction de notre travail. Eh bien, c'est précisément ça qu'on nous a pris dans notre dos. Et deuxièmement, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec une génération spontanée d'illustrateurs d'intelligence artificielle autoproclamés, qui tout à coup se mettent avec quelques clics, bon, d'accord, il y en a qui s'y prennent à l'image, et se retrouver sur le marché, qui est plus d'heures que ce qu'on pourrait penser initialement à faire une image, et se retrouver sur le marché de l'illustration. Et donc, nous, quand on se fait approcher, par exemple, par un éditeur, parce qu'on a un projet à illustrer, on veut voir combien ça pourrait coûter, bien, on se retrouve à devoir compétitionner avec des gens qui vont faire ça pour des cacahuètes à partir des images de notre propre portfolio. Alors ça, c'est vraiment, je veux dire, toute notre communauté est profondément indignée par ça, d'autant plus que on est en train de se rendre compte qu'il y a devant l'espèce de flou légal et éthique, la boîte de bonbons est ouverte sur la table, ça coûte pratiquement rien. Pourquoi pas? Les autres le font, faisons-le. Et on se retrouve avec des couvertures de livres faites par l'intelligence artificielle. Il y en a certainement au Salon du Livre sur les étals. Écoutez, à travers tout ça, il y a cette génération-là d'auteurs va éventuellement revendiquer le droit d'être reconnu comme artiste. Et là, ça pose des tas d'autres questions. Entre autres, avec la nouvelle loi sur le statut de l'artiste, qui permet aux illustrateurs d'être reconnus par une association qui va pouvoir négocier, de faire des ententes collectives en son nom, un peu comme un syndicat. Dans le cas des illustrateurs, c'est l'UNEC et le RAV, deux associations qui vont devenir ni plus ni moins que des syndicats. Est-ce que les illustrateurs qui génèrent des images à partir de l'intelligence artificielle vont pouvoir revendiquer le droit d'être représentés? Et est-ce qu'on va devoir protéger leurs droits et leur façon de faire? Alors, on va y revenir quand on va parler dans le cadre légal. Je vais quand même donner la parole à Christiane aussi. Alors, toi, c'est quoi ton point de vue? On parlait aussi de cette question de laboratoire et tu t'intéresses, il y a le mot innovation là-haut sur le tableau, qui s'intéresse aussi à ça. Oui, ben en fait, en écoutant Andréane parler, je me rendais compte que j'ai abordé cette question-là en me posant la question, quelles seraient les conditions d'une création éthique en art littéraire avec de l'intelligence artificielle. Puis bon, ma réponse est évidemment évolutive dans la nouveauté de tout ça. Mais je me disais, bien, il y a un premier critère pour moi qui est très important, qui est celui de la justification, de la pertinence de l'utilisation de l'intelligence artificielle. On a abordé en une phrase le poids écologique de l'intelligence artificielle. J'ai sorti quelques chiffres avant de venir ici pour vous dire à quel point cette normalisation de l'intelligence artificielle sur notre société a un énorme coût écologique en termes de demande d'électricité, mais également en termes d'eau pour réfrigérer les centres de données. Par exemple, je vous sors quelques chiffres. Google rapporte pour 2023 une augmentation nette de sa consommation en eau de 17 %, Microsoft 34 % en 2021. D'ici 2026, sur plus de 37 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Bref. Alors, mais ça, c'est le truc le plus important, je pense, qui va s'être dit ici. C'est-à-dire que la limite de l'intelligence artificielle, ce qui fait que ça va ralentir nécessairement. Il y a une bulle en ce moment. En plus, il y a une bulle de marché. Là. Donc, on ne sait pas ce que sera OpenAI dans quelques années, mais peut-être que ça sera comme Netscape ou Yahoo, etc. C'est des dinosaures. Mais le coût écologique et le coût physique, ils sont en train de frapper un mur. C'est vraiment un mur. Donc, tu sais, pour moi, je veux dire, il y a des gens, on en parlait, Caroline George, Sean Michaels vient de faire un super bon livre aussi qui parle de notre lien avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a des démarches qui s'y prêtent, qui ont envie de parler de cet enjeu-là, qui doivent utiliser certains outils. Mais je pense que, connaissant ce coût écologique-là, on doit vraiment se poser la question si on veut vivre dans un monde sobre, dans un monde qui va survivre, il faut qu'on se pose la question, est-ce que j'ai besoin d'intelligence artificielle pour cette tâche précisément? Dans certaines démarches de création, je pense que ça peut se poser. Et puis l'autre
outil de pertinence pour moi. L'autre, c'est de quoi je vais parler puis quel discours je vais porter sur cette intelligence artificielle-là. On est en littérature, en tout cas, moi, je suis dans ce champ-là, on est dans le champ de l'imagination, on est dans le champ des récits, des discours. Quel discours on va porter sur l'intelligence artificielle? Parce qu'il y a très peu de contrepoids critiques à tout ce qui est promu par la technologie, par les firmes technologiques. Il faut qu'on ait un autre lieu où on peut réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire pour nous devenir, de coévoluer avec l'intelligence artificielle, parce que c'est ça qui va arriver. Je ne sais pas, anecdote, là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces amis qui peuvent être sur votre téléphone. Vous pouvez vous faire un ami virtuel. Et puis, c'est déjà arrivé qu'une de ces compagnies qui vendait des amis virtuels a eu un problème technique. Les amis virtuels sont disparus. Certaines personnes sont tombées en pleine détresse parce qu'elles avaient leur relation sociale avec un chatbot ou... Je ne sais plus quelle était la forme précise. Donc, il faut vraiment qu'on se pose ces questions-là et c'est ça qui doit justifier notre utilisation de l'intelligence artificielle. On a beaucoup parlé aussi de l'économie dans laquelle ça s'inscrit. Je pense que, puis là, je vais être l'utopiste dans la salle. Tu sais, la technologie, là, ça nous a promis bien des choses. C'est un espace de liberté, de création, de connectivité, de potentialité. Puis je pense que Internet et l'intelligence artificielle n'étaient pas obligées de devenir ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, c'est-à-dire des champs de mines, de données. Et puis là, je vais faire... je suis en train de lire avec beaucoup de retard L'âge du capitalisme de surveillance de Shoshana Zuboff. Ouais. Et je vous invite... Chaque être humain qui utilise Internet devrait lire ceci. Ça nous montre à quel point ce qui est en train d'arriver avec l'intelligence artificielle a commencé il y a bien longtemps. Aussitôt que Google s'est rendu compte que chaque fois que vous faisiez une requête, il pouvait avoir tout ce qui entoure le choix de votre requête, où vous l'avez faite, avec quel moteur de recherche, dans quel contexte, puis qui utilise ça pour faire des données productives, pour faire des données prédictives, pardon, qui vont vous permettre de vous pousser de la publicité. Oui, mais de la publicité ciblée. Oui, exactement. Quand qui est supposément à notre avantage. Mais parce qu'on l'a... Là, je parle pour mon métier. Hein. Parce que moi, moi, ce que tu racontes, c'est exactement ce que je fais toute la journée. Oui, je sais bien, mais donc, ça s'inscrit là-dedans. Et moi, je pense qu'en ce moment, tous les outils de communication qu'on utilise sont gérés par ces entités-là. Donc, comment avoir un discours critique? Je pense que c'est là que nous, on doit intervenir. Puis je sais que je suis dans des grands enjeux, mais je pense que le plus sobre possible, être dans un... aller vers des propositions le plus sobres possible, le plus pertinentes possible et consciente de la réalité économique. On peut faire de la création avec l'intelligence artificielle sans ChatGPT. Il y a des projets qui se font avec autre chose et qui représentent à ce moment-là les vrais coûts de la chose. Si vous choisissez de faire votre propre intelligence artificielle, comme Sean Michaels le fait par exemple pour son livre, eh bien, vous devez payer un ingénieur qui va le faire avec vous. Donc, tu sais, il y a tout à coup, on n'est plus dans ce mirage d'un service de gratuité. Je pense que je vais m'arrêter là, mais pour moi, les enjeux sont ici. C'est intéressant parce que, alors, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un ingénieur pour créer. Et donc, la question, c'est sur ces outils qui sont des outils grand public, est-ce qu'il y a un moyen éthique de les utiliser en création? J'aimerais bien que chacun réponde par rapport à ça. Est-ce que c'est possible de créer éthiquement avec ces outils-là? C'est une question très difficile parce que ça dépend un peu de la posture qu'on prend. Si on considère que compte tenu du fait que le modèle a été entraîné avec du contenu qui est protégé pour le droit d'auteur de manière illégale, puis encore ça reste à déterminer par les tribunaux, peut-être qu'on en viendrait à dire que toute forme d'utilisation de ces outils-là est immorale. J'ai de la difficulté je réfléchis en ce moment au lien entre la prémisse et la conclusion. Je ne suis pas certaine de la réponse en ce moment parce que on n'est peut-être pas fixé encore à savoir est-ce que réellement il y a une corrélation entre c'est extrêmement difficile. On peut présumer que les œuvres ont été utilisées, mais est-ce que c'est possible de le démontrer en droit, juridiquement, de toute la question de la preuve? Un auteur qui s'estime lésé, comment il va faire pour démontrer que son œuvre a été utilisée? Parce qu'il y a une question de volume aussi. Oui. Disons qu'on peut démontrer qu'une œuvre a été utilisée.
mais seulement cette œuvre-là a participé à 0,00000000001% de la réponse finale. Est-ce que ça veut dire qu'on doit donner un 0,01 cent à la personne? Comment ça fonctionne concrètement? Vu le volume gigantesque d'informations qui sont sur ces trucs, comment est-ce qu'on peut finalement rétribuer, enfin donner de l'argent aux auteurs qui participent? Bien, je pense qu'il faudrait, comme vous le revendiquez, là, effectivement, que les auteurs dont les œuvres ont été utilisées pour entraîner les modèles soient consentants puis qu'ils soient rémunérés. Ça serait la base. Je partage tout à fait là, et je pense aussi au niveau de l'encadrement. On ne sait pas si ça va réellement fonctionner. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez de l'espoir là-dessus, à savoir si réellement les tribunaux vont pencher dans ce sens-là. Mais j'ai l'impression qu'au-delà de ça aussi, il faudrait qu'il y ait probablement des acteurs dans nos sociétés qui se montrent comme des modèles, particulièrement des organisations qui vont faire la promotion des arts et de la culture. La Patadan est sortie du tube, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à voir ces images-là dans plein de nos espaces virtuels et physiques. Est-ce que peut-être qu'on pourrait exiger en tant que société que qu'il y a certaines organisations dont le mandat puis la mission soit 100% bio? C'est ça. Comme des légumes. On mange du fromage québécois, ouais. On utilise des auteurs d'ici et qui se présenteraient comme modèles et qui auraient une fierté aussi de faire ça. Parce que moi, ce qui me fait le plus peur là-dedans, puis votre réflexion est certainement beaucoup plus aboutie que la mienne là-dessus, mais ce qui me fait le plus peur, c'est les impacts à long terme, là. Si on est paresseux puis on délègue comme ça constamment, premièrement, on n'aurait pas des très bons résultats. Moi, je pense qu'il n'est pas très bon. L'IA n'est pas très bonne. Alors, c'est là où je vais poser la question à Jean-Paul, parce que on regarde en bas au salon, il y a en ce moment des milliers d'enfants là, qui se baladent et avec énormément d'enthousiasme, et on sent qu'ils aiment les livres et qu'ils aiment les coups de crayon faits par des humains et des vraies histoires. Ils veulent rencontrer les auteurs et tout ça. Alors, des fois, j'ai l'impression que le spectre de l'auteur artificiel ou le spectre de l'illustrateur artificiel, est-ce que c'est pas finalement une fausse peur, en quelque sorte, parce que le marché du lecteur, lui, les lecteurs veulent du bio, de l'humain. Peut-être dans un salon du livre. Peut-être dans un salon du livre, c'est sûr. L'industrie du livre, le marché du livre est beaucoup plus large que ça. Et écoute, s'il n'y a pas de conscientisation à l'éthique autour de ça, ben, c'est sûr qu'on va retrouver des illustrations faites par l'intelligence artificielle sur des couvertures de livres pour faire de la promotion, pour toutes sortes de communications dans le domaine culturel. Ça, c'est sûr. Ce qu'il faut aussi amener et qu'on risque de perdre avec l'intelligence artificielle, et c'est ça sur quoi les illustrateurs travaillent beaucoup. Alors, premièrement, il faut comprendre que l'intelligence artificielle fonctionne par probabilisme, c'est-à-dire une espèce de statistique. Elle ne vous donnera pas la bonne réponse à votre question, elle va vous donner la réponse qu'elle retrouve le plus souvent à la question que vous allez poser. Et donc, si vous demandez, par exemple, d'illustrer un personnage afro-américain, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va représenter l'image qu'elle retrouve le plus souvent à votre demande, ce qui risque d'être évidemment plus près d'un stéréotype ou du moins d'un dénominateur commun. Et les illustrateurs, notre travail depuis tout le temps, je ne veux pas me lancer des fleurs ou nous lancer des fleurs, mais on travaille beaucoup justement à représenter la diversité, ce qui est très important aujourd'hui, à représenter la diversité de toutes sortes, mais aussi tout ce qui est propre au régionalisme, à ce qui est propre à nous, aux lecteurs québécois, etc. Et ça, de façon générale, ça va passer en dessous du radar de l'intelligence artificielle. D'autant plus qu'au début, l'intelligence artificielle, ça allait bien. Ils se retrouvaient dans des océans d'images qu'elle pouvait piller et elle jetait ses filets, elle ramassait tout. Mais c'est une technologie qui est particulièrement vorace et qui a besoin d'une quantité astronomique de data, donc de données pour créer. On m'avait dit le rapport entre des dizaines de milliers d'images pour réussir à créer un pouce carré. En fait, c'était plus ou moins de cet ordre-là. Et qu'elle se retrouve maintenant à s'alimenter. Le problème qu'on a, c'est qu'elle a déjà
piller une partie de l'océan et qu'elle se retrouve maintenant à s'alimenter, je vous le donne en À mille, s'auto-alimenter. à s'auto-alimenter à partir d'images faites par l'intelligence artificielle. Donc, imaginez, là, on parle de moyen terme, là. Le spectre de la diversité va fondre comme peau de chagrin et on risque de se retrouver avec des intelligences artificielles qui vont nous présenter des illustrations, des modèles génériques. Et c'est ça, la tristesse de l'intelligence artificielle. Et chaque fois qu'on emploie une intelligence artificielle à la place d'un auteur, d'un illustrateur, l'illustrateur, il ne fait pas que faire un dessin. L'illustrateur, il est conscient, il est sensibilisé à des tas d'enjeux qui sont propres à une collectivité, à une communauté particulière, à un lectorat particulier. L'intelligence artificielle, non, elle ne fait que répondre, singer les illustrations qu'elle a déjà emmagasinées et répondre tout simplement la réponse qu'elle retrouve le plus souvent à votre demande. Donc, ceci dit, pour répondre à ton autre question, qui est est-ce que l'intelligence éthique existerait? Bien, écoute, moi, je pense, je ne suis pas un utilisateur d'intelligence artificielle, mais que dans des domaines où c'est vraiment une application mécanique, je dirais. Par exemple, je pars sur une banque d'images en réseau fermé. J'ai 40 ans de métier, je mets 40 ans d'illustration dans l'intelligence artificielle. Je me base sur mes propres données pour générer la suite du décor que je suis en train de faire en arrière, pour générer la suite de la fenestration du building que je dois faire et qui va me prendre une journée complète à faire. Alors ça, pour moi, c'est des applications avec lesquelles en fait, j'ai rien contre. Est-ce que ça va donner un beau résultat? Ça, je ne le sais pas. Est-ce que pour autant... Mais c'est important cet exemple parce que maintenant, il est intégré dans toute la suite Adobe, à peu de choses près. Donc, il est utilisé dans beaucoup d'illustrations 3D. Il est utilisé chez nos amis qui font du cinéma aussi. Ils utilisent exactement ce genre de processus-là. Oui, tu contrôles la base de données, mais tu l'automatises pour... faire des animations pour en effet des décors et tout ça. En jeu vidéo avec Unreal Engine aussi, il y a beaucoup de ça. Donc il y a une partie de l'outil d'intelligence artificielle qui n'est pas du LLM, donc Large Language Model, qui est donc l'association de milliers et de milliers, de millions de textes, mais plutôt une sorte de prédiction d'un mouvement humain, production d'une texture et tout ça. Et écoute, ça, vous êtes plutôt à l'aise avec ce genre d'outil-là si ça aide. Évidemment, moi, si ça aide un projet artistique final. Bien, dans la mesure où les images sur lesquelles tu te bases, tu en détiens les droits. Qu'elle soit libre de droit ou que tu aies acquis les droits. Ou tu as acheté à travers Adobe une licence qui, Exactement. Ouais. Maintenant, il y a d'autres questions qui se posent. Une question très simple, et on en a parlé un petit peu, puis là, on est vraiment dans une espèce de flou légal. À qui peut prétendre être auteur d'une œuvre faite par l'intelligence artificielle? Et ça, c'est loin d'être acquis. Aux États-Unis, il y a une cause d'une illustratrice, d'une autrice de bande dessinée qui a déposé au bureau du copyright sa bande dessinée. On est revenu sur la décision, on lui a enlevé le copyright sur la partie du dessin quand on a appris que les dessins avaient été faits par Midjourney, une des applications d'intelligence artificielle générative. On lui a dit, le scénario, c'est de vous, vous avez les droits dessus. Par contre, vous n'êtes pas l'autrice des images. C'est la machine qui a produit les images et la machine ne peut pas être considérée comme auteur. Donc, on se retrouve là devant une espèce de flou. Si des éditeurs, des gens veulent se lancer dans l'intelligence artificielle pour faire un logo, pour faire une couverture de livre, pour générer des personnages, pour illustrer une collection de livres scolaires, bien, faites attention parce que pour le moment, moi j'en ai signé beaucoup des contrats d'édition. Il y a toujours une clause où on demande, et avec raison, à l'auteur ou à l'illustrateur que ce qu'il va donner à l'éditeur, il en détient les droits. Mais si vous faites affaire avec des graphistes, avec un bureau de design, avec des illustrateurs, même à l'interne, qui emploient l'intelligence artificielle, ils ne peuvent pas prétendre, pour le moment, être auteurs de ces images-là. Donc, c'est un sérieux risque à prendre. Passant, je ne sais pas s'il y a ma maison d'édition qui est là. Christiane, il y en a qui écoutent, qui comprennent. Pour venir sur cette question donc du dépatouillage entre ce qui est légal et pas légal, qu'est-ce qui appartient à... Bien, tu sais, je pense que Jean-Paul vient de bien le résumer. Là, il y a un grand flou autour de tout ça.
puis on y revient, là, les compagnies technologiques ont toujours cette approche-là de dire il y a un vide juridique, je conquiers ce territoire et ensuite venez vous y opposer parce que j'ai pris mes pattes dessus. Je pense que moi, le message que j'aurais aussi aujourd'hui par rapport à ça, c'est qu'on prenne un pas de recul puis qu'on se dise, en fait, qu'on ne prenne pas pour acquis que n'importe quel développement technologique ou l'intelligence artificielle a une marche inéluctable à laquelle nous ne pouvons pas nous opposer et qu'on devrait suivre. C'est un truisme, c'est un lieu commun du développement technologique de toujours nous dire, comme c'est une fatalité, il faut qu'on marche avec ou qu'on se périme ou quoi. La question pour moi, pour le milieu du livre, c'est quels sont nos besoins en tant que milieu du livre? Quels sont nos besoins en tant que créateur, créatrice? Et là, on a cet outil. Est-ce qu'il est utile? Et non, comment l'outil existe, comment puis-je l'utiliser? C'est parce que ça, l'outil a été créé dans un objectif de rendement commercial qui ne nous concerne en rien. Donc, pour moi, pour qu'il y ait un usage éthique, puis là, si on arrive à la question de la création, qui est ma question, pourquoi moi, j'utiliserais l'intelligence artificielle pour créer au-delà du point de vue que je veux traiter de l'intelligence artificielle, que je m'intéresse à ces questions-là? Je me la pose, la question, parce que, en fait, moi, je crois, je suis une autrice de science-fiction, entre autres, je crois profondément que les intelligences artificielles ont le potentiel d'être perfectionnées à un point d'écrire des livres aussi bons, sinon meilleurs que les miens. Sans doute, dans les 5 prochaines années. Là. Probablement. Ouais. Et donc, pourquoi j'irais, moi, donner mes compétences qui sont déjà rémunérées, on s'entend pas assez dans la vie, on connaît le statut le statut des artistes qui ont plein de problèmes de rémunération. Pourquoi j'irais donner ça à une compagnie qui, elle, ne me partage pas sa propriété intellectuelle de ses algorithmes? Oui, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, quand j'ai commencé à mettre mes livres pour justement me créer une sorte de base avec mes livres, même si j'en ai vendu quelques images, je me suis dit, ça vaut tellement peu. Je me fais tellement peu d'argent avec mes livres, même si j'en ai vendu quelques milliers. Autant y aller, quoi. Autant apprendre à faire quelque chose de neuf. Non, mais tu vois, je veux dire, ça a tellement peu de valeur à la base que... Bon. Mais moi, c'est le contraire. Moi, je me dis, si on est prêt à mettre autant d'argent dans des... Tu sais, si une compagnie qui se met à développer un chat GPT qui écrit des romans, ça va être parce qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Donc, pourquoi ce serait à lui de faire cet argent-là plutôt qu'à moi? Parce que c'est pas à nous qui s'adresse. C'est pas pour écrire des romans qu'ils ont créé ChatGPT. Ils ont créé ChatGPT pour éventuellement avoir des outils conversationnels qui vont permettre aux entreprises d'avoir des relations une à une avec leurs consommateurs, c'est ça. Oui, mais mettons, vous parliez de Stéphanie de HarperCollins qui a vendu des droits, qui a réussi à vendre justement des livres à des grands modèles de langage. Je pense qu'il offrait 2 500 $ par livre. Puis il y a un auteur qui a dit, je vais le citer, je ne sais plus c'est qui, là, il disait, écoutez, moi j'aurais peut-être accepté pour 1 milliard de dollars, c'est-à-dire une somme qui m'aurait permis de ne plus jamais travailler, parce qu'on va s'entendre que l'objectif de tout ça, c'est que je n'ai plus de travail, mais finalement. On verra, mais... Est-ce qu'on veut devenir... on en parlait avant. Est-ce qu'on veut devenir des rédacteurs et des rédactrices de prompts? Peut-être que certaines personnes veulent faire ça. Ça va être à nous, en tant que milieu, de décider. Mais moi, je crois que l'intelligence artificielle dans le milieu du livre est beaucoup plus pertinente, par exemple, pour valoriser des contenus francophones dans un univers web qui est très anglicisé, plutôt que pour... créer des choses que j'ai déjà des outils pour créer. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre être le matériau et la cible? C'est-à-dire, le matériau, en effet, puis je pense que tout le monde est d'accord, c'est probablement pas la meilleure chose d'avoir utilisé nos livres pour construire, mais pas que. Là. Encore une fois, c'est une petite goutte dans les contenus qui ont été utilisés. Tout a été utilisé, du guide IKEA au catalogue, machin, jusqu'à nos livres. Mais ces outils ne sont pas créés dans l'optique de remplacer les auteurs, mais plutôt de faire des choses qui ont, pour être honnête, une plus grande valeur pour l'économie générale. On n'est pas à la cible. Ils n'ont aucun intérêt à s'attaquer directement à nous et à même essayer de nous remplacer. Non, mais ça va être l'effet. Ça va être l'effet parce que finalement, tu sais, je veux dire, on l'a vu avec la grève des scénaristes, les discours qu'il y a eu autour de ça. Finalement, est-ce qu'on pourrait demander à une intelligence artificielle de me générer là, un film d'action, une base, puis après ça, on va utiliser l'auteur pour le retravailler? C'est ce qui est en train d'arriver, entre autres, dans le milieu de la traduction. Hein, si on parle à des traducteurs, des traductrices,
traductrices, on va leur demander de moins en moins de traduire, mais de réviser des traductions faites par des intelligences artificielles. Et alors, il est où comment dire, si on perd le plaisir, le mirage qu'on se fait toujours vendre, c'est que la technologie va nous rendre la vie plus facile, qu'on va avoir une société des loisirs. Moi, je fais partie de la génération qui est arrivée sur le marché du travail en même temps que les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que ma vie est plus simple qu'avant les réseaux sociaux? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, ça, c'est vraiment un grand mirage. Est-ce que l'intelligence artificielle, parce que vous pouvez demander en 2 secondes une question, je ne sais pas, là, où est située la salle 510, n'importe quoi, est-ce que votre vie va être plus facile? Non. Vous allez juste être plus connecté. Tu sais, c'est quoi? C'est ça, tu sais. Il faut revenir à la base. C'est quoi nos problèmes dans la société? Puis comment on veut les régler? Épuisement des ressources humaines. Manque de ressources dans certaines inégalités sociales. Il y a plein de choses, mais juste pour rester dans le monde du livre, là, justement, épuisement des ressources humaines, sous-rémunération, impact écologique trop important. En quoi l'intelligence artificielle me permet de résoudre ça? Non. Elle me permet de résoudre certains problèmes très spécifiques liés à ma visibilité, parce que c'est comme ça que l'économie d'Internet fonctionne et tout. Mais d'ailleurs, dans votre document, à la fin, il y a la liste des utilisations, on va dire, utiles pour vous, et c'est généralement des choses assez administratives. Hein, ça peut aider à, je sais plus, à traiter les dossiers, ce genre de choses. Oui, c'est ça. Le besoin, il n'est pas dans la... mais je reviens au mot « opportunité » qui est sur le tableau. Voilà, alors on va jouer à un jeu qui s'appelle « Est-ce que Cricri va en prison ?» Cricri étant moi. Est-ce que Cricri va en prison? Parce que mon prochain livre, voici la mécanique. Il s'appelle Fake, le livre. Il sort en septembre. Voilà, je l'ai dit. Donc, dans Fake, j'ai demandé à ChatGPT d'écrire un poème, mais mon prompt était très, très long et à plusieurs reprises et tout ça, donc peut-être que ça a été nu un peu machin, et ça a sorti un poème plutôt intéressant. Après, j'ai pris chaque strophe de ce poème et moi, j'ai écrit un essai dans le même esprit de ce qui est abordé dans le poème. Mais après, j'ai pris cette même phrase tirée du poème que j'ai mis dans Midjourney. Ça a sorti un dessin et ce dessin, je l'ai redessiné à la main. Et ces dessins dessinés à la main vont être les illustrations du livre. Alors, est-ce que je vais en prison ou pas? Et là, je veux les 4 même. Je veux le point de vue officiel de l'association. Alors, c'est moi qui commence encore. C'est toi qui commence. Vous avez le droit, hein, c'est comme un Monopoly, c'est pas une vraie prison. Légale, c'est ça la question. Alors, la prison morale. Suis-je amoral? Écoutez, suis-je une monstrueuse? Je pense que... En tant que femme trans, j'ai l'habitude de me faire attaquer de plein de patentes, donc allez-y. Je pense que ça pourrait être intéressant si votre démarche comportait une réflexion critique par rapport à l'œuvre qui est produite. Le fait de mettre le dessin par rapport à l'œuvre, ou en fait par rapport au produit qui est généré par l'IA, ça pourrait nous amener à réfléchir justement à la différence entre la créativité humaine et la créativité artificielle. Je pense Tout à que fait. Dans ce sens-là, il y a mon propos, c'est que nous quelque sommes tous des hypocrites, essentiellement. D'intéressant. Je pense pas que s'il n'existe pas de prison morale, mais je pense pas que vous y seriez dans la mesure où il y a quand même une démarche. C'est sûr que les démarches qu'on peut peut-être condamner, c'est lorsque c'est fait vraiment par facilité, puis en générant du contenu qui reproduit l'œuvre de quelqu'un d'autre de manière très, très évidente ou qu'on le fait par facilité. Puis finalement, le résultat est très pauvre, mais s'il y a une démarche critique par rapport aussi à la réflexion, à la relation aussi avec l'outil, je pense qu'il peut avoir un intérêt. Moi, j'en vois que personnellement, puis je comprends les points de vue qui vont dans ce sens-là, mais je pense pas que le boycott total, personnellement, ce soit la voie de prédilection.
Je pense que aussi continuer à voir les forces, les limites aussi, les limites de ces outils-là. Moi, j'aimerais ça insister là-dessus aussi, parce que j'ai vraiment beaucoup moins d'espoir ou de confiance. Ou en fait, je ne pense pas que l'IA va devenir si performante que ça. Aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'on exige beaucoup plus que ce que l'IA produit. Moi, j'ai interagi quand même à quelques reprises dans mon travail d'écriture avec l'IA, puis elle n'est pas à la hauteur de ce que je lui demande de faire. Elle est vraiment pas bonne dans ce que je veux qu'elle fasse. Puis, tu sais, je l'utilise pour reformuler des phrases, des fois, quand je suis fatiguée, puis je me dis, j'aurais peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour dire ça autrement, là. Non, mais la plupart du temps, quand j'y demande des choses, elle n'est pas performante. Fait que j'ai beaucoup moins D'ailleurs, je travaille dans une entreprise qui est probablement la plus grosse productrice d'images et le plus grand employeur d'artistes et de machins au Canada. Ce n'est pas encore arrivé qu'on utilise l'intelligence artificielle pour le produit final. Impossible. La qualité n'est pas là. Ça peut faire partie du processus d'idéation, ça peut faire partie du processus de montage, de fignolage, de reformatage d'une image ou d'une vidéo. Mais aujourd'hui, la qualité n'est tout simplement pas là parce que ce n'est pas avec la moyenne de quelque chose qu'on peut trouver de l'unicité. Alors, est-ce que je vais en prison ou pas? Ou je peux me regarder dans le miroir ou pas? La geôle pour la vie. La geôle pour la vie. Tu avais dit quelque chose de très joli quand on s'était rencontrés pour se préparer. Tu avais dit, oui. Tu parlais d'un diamant. Oui. Ben, en fait, c'était exactement vers l'analogie que j'avais amenée. C'est qu'en fait, donc pour revenir à la partie visuelle de ton travail, donc de partir de Midjourney et après ça, de retravailler dessus, ce qui arrive souvent et qui est c'est une question qu'on a à se poser. Alors moi, je vous propose de devenir joaillier. Vous êtes joaillier, vous avez une pierre brute devant vous et vous allez la tailler, vous allez la polir, vous allez mettre des centaines d'heures dessus et au bout de tout ce temps, c'est un véritable bijou. Mais la pierre, elle a été volée. Est-ce que le fait d'avoir travaillé autant d'heures dessus vous octroie une forme de propriété? Ben voilà, je n'ai pas besoin de répondre à la question. Donc, je suis un petit peu comme quelqu'un qui travaillerait au musée du Louvre, par exemple. Pardon? Je suis un peu comme quelqu'un qui travaillerait au Louvre, un petit peu, vu que c'est presque tout des œuvres volées à d'autres pays par la guerre. Oui. Ben, en fait, ou au British Museum. Et puis, il y a aussi l'idée, et puis là, je reviens au statut de créateur. Que certains vont prétendre, enfin vont revendiquer, et que, alors encore là, une autre petite histoire. Écoutez, on s'en va au restaurant, un super resto. Vraiment là, on ouvre le menu, et puis là, nous, on se fait un choix à la carte, on choisit exactement, et on se fait un truc compliqué là. On envoie la commande et une demi-heure après, l'assiette arrive. C'est incroyable, c'est sublime. Est-ce que c'est vous qui avez fait l'assiette? Ben non. Parce que ça a été fait derrière des portes closes, dans la cuisine, par des gens qui ont des dizaines d'années d'expérience, de talent. Et c'est des cooks, des chefs qui vous ont fait ça. C'est pas, il y a l'espèce, moi je trouve. Attends, je vais continuer parce que c'est un petit jeu. Je sais que mais j'aimerais quand même terminer. OK, termine. C'est parce qu'il y a une espèce, on parlait de ce vocabulaire anthropomorphique là, qui essaye de nous donner l'impression que l'intelligence artificielle est presque notre bras créatif. Là. Mais derrière ça, il y a une espèce de tour de prestidigitation et tout le monde tombe dans le panneau. Est-ce que le magicien qui sort le lapin du chapeau, est-ce qu'il a créé le lapin? Ben non. Je veux dire, il y a un truc. Et le truc, dans cette petite boîte noire où on susurre des mots et qu'il y a une image qui sort, ben écoutez, justement, c'est que c'est des milliards d'images qui ont été volées. C'est ça le truc qu'on vous cache et tout le monde est tout à fait n'en revient pas de voir une image aussi belle que ça sortir. Certains prétendent en avoir fait la commande et l'avoir décrite. Non. Un troisième personnage à l'arrière de l'illustration, regardez ses souliers. Il a 4 paires d'œillets et non 5. Est-ce que vous l'avez choisi? Non. L'illustrateur, oui.
L'illustrateur, il a fait tous les choix de coloris, les choix de palette de couleurs, tout ça a été fait. De prétendre que vous devenez l'auteur parce que vous avez travaillé très fort sur les prompts, les mots-clés que vous allez donner à la machine, c'est complètement illusoire. Voilà. Donc, malhonnête. Mais tu n'as pas répondu exactement parce que dans le truc que moi je dessine, après, je choisis le truc dans le background. Je me suis inspiré d'une image, mais je ne l'ai pas recopié tel quel nécessairement. Ah oui, mais bien sûr, à partir du moment où tu même décalques, tu ne recopies pas. Voilà. C'est une réinterprétation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une machine derrière qui fait des gros sous, entre parenthèses, et sur laquelle tu te bases. Donc, évidemment, si toi, tu le fais en réinterprétant, le matériel de base, il est quand même volé. OK. Donc, je suis une collabo naïve. Voilà, naïve. J'accède. Formidable. Est-ce que je vais recevoir une mise en demeure de l'ANEL? Bon, là, je vais pas donner un avis juridique, mais je te dirais que si le résultat, ça ressemble à une illustration de Jean-Paul N, t'es dans le chenoute. OK. Mais là, tout d'un coup, vraiment... ça ressemble à un défi, là. C'est ça, c'est difficile de répondre oui ou non. Je vais faire des nuances. Okay? Je pense que c'est une technologie qui a été lancée comme un avion sans réglementation, l'intelligence artificielle, tant au niveau de sa conception qu'au niveau de nos règlements. Sur le cas concret, parce que sur le cas c'est ça concret. OK. Bien, je te dirais que si la résultante de ton processus plagie le contenu de quelqu'un, ben oui, c'est passible de contrefaçon. Maintenant, ce n'est pas nécessairement le cas. Mais quant aux questions de savoir si une œuvre peut bénéficier ou non de la protection du droit d'auteur, il faut qu'elle soit originale. Et si ce que tu as fait, c'est vraiment un travail où a été mis à contribution ton jugement, ton talent, ça se peut que tu aies créé quelque chose de nouveau à partir de références. T'sais. La jurisprudence là-dessus est en train de se développer. Oui, parce que très honnêtement... Mais si tu n'as rien fait puis tu l'as sorti, même si elle est belle puis originale, si tu n'as pas fait de contribution, comme le mentionnait tout à l'heure Andréane, tu n'aurais pas de protection du droit d'auteur pour ça. OK, mais là, attends, juste un truc. Même les prompts dans des causes ont dû être mis en preuve pour démontrer qu'il y avait eu du talent. Et je pense qu'on est rendu... Je trouve ça vraiment intéressant, tous vos points de vue. Et c'est révélateur aussi du fait qu'on est rendu à se doter de politiques sur l'intelligence artificielle générative. Le Barreau du Québec a donné une formation là-dessus le 25 octobre à ses membres. La fonction publique fédérale vient de le faire. Le ministère de l'Éducation vient de faire un guide. Bon, évidemment, tous ces outils-là sont à parfaire, là, mais sont de bonne base parce qu'il faut faire ça. Il faut dire aux enfants aussi que ce n'est pas une vraie personne. Moi, en tant qu'autrice qui ne s'intéresse pas beaucoup à la loi, je suis comme boring. On va accompagner les créateurs. Oui, mais c'est ça, parce que moi, c'est comme on m'a donné, c'est comme si j'étais musicienne, puis là, tout d'un coup, on m'a donné un synthétiseur, puis vous me dites, tu ne peux pas utiliser le synthétiseur. Ben non, fuck it, je vais l'utiliser, il est là. Mais je pense que même les grands modèles de langage se sont ajustés en cours de route juridiquement. Oui, sans doute. Parce que moi, j'ai déjà posé une question. Maintenant, ils donnent les sources, par exemple. Des articles et tout ça. C'est une des adaptations. Je ne suis pas la spécialiste comme vous de cet outil-là, mais je sais toutefois qu'il y a des notions de propriété intellectuelle dont ils tiennent compte parce qu'ils se font poursuivre. Puis aux États-Unis, tu ne veux pas perdre parce que tu vas t'effondrer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a des litiges et d'ailleurs, il y a des licences justement pour éviter d'engager la responsabilité des entreprises. Donc, moi, j'ai l'impression que ça va s'améliorer. Il faut, parce qu'il faut que justice soit rendue. Peut-être que je suis idéaliste. Mais les entreprises ne sont pas au-dessus des lois, puis elles le savent. Puis, tu sais, Meta, quand ils ont lancé Facebook, ils ont fait ce qu'ils ont voulu pendant des années, mais là, ils sont poursuivis par 40 États pour avoir nui à la santé publique des enfants. Donc, et une collègue chercheur me disait que sur le fair use aux États-Unis, OpenAI est mieux d'attacher sa tuque avec de la broche, là, parce que, évidemment, le bien-être commun, maintenant, va passer peut-être par-dessus, je l'espère. Il nous reste 5 minutes. Au-dessus du développement technologique, économique, mais ça, c'était plus un peu avant que Trump arrive au pouvoir que j'ai ce discours-là. Je veux juste ouvrir
Oui ou non? Ben moi, je vais être encore plus terrible. idéaliste. Là. Alors, moi, je vais faire une réponse à la Victor Hugo. OK. Tu es voleuse Oui. comme un enfant qui vole un pain parce qu'il est pauvre. C'est un vol qui cache le vrai vol. OK. Le vrai vol, c'est pas toi qui le fais. Ce sont les compagnies, ce sont Oui. les gouvernements qui ne défendent Gavroche. pas, qui défendent plus facilement puis qui se mobilisent pour gérer les compagnies de technologie. Ne Donc, se mobilisent pas pour les c'est pas artistes. Cosette, c'est Cosette. Alors, est-ce qu'il y a... On a quelques minutes. Est-ce qu'on a peut-être... on peut dépasser un petit peu du temps pour les questions? Oui, 5 minutes. 5 minutes. 5 On minutes? peut dépasser OK. de 5 minutes. Alors, il y a une question dans le fond là-bas. Et puis, si la question s'adresse à quelqu'un en particulier... Non, faites-le nous c'est savoir. général. Je suis Général. illustratrice jeunesse. C'est pas une question, c'est une anecdote aujourd'hui qui m'a fait touchant à propos de ces projets, de ces sujets, excuse-moi. Il y avait une fille de 17 ans qui m'a approchée. J'étais une séance de signature toute seule. Et il était vraiment gêné. Moi, je suis mexicaine. La fille ne savait pas que j'étais mexicaine. Elle était mexicaine aussi. Et il est devenu toute gêné à me dire Madame, est-ce que vous êtes illustratrice? Oui, je suis illustratrice. Il a été rayonnant. Il m'a dit moi, je veux devenir aussi illustratrice. Est-ce que vous pouvez me dire comment faire ça? C'était touchant. Écoute, moi, j'étais la première chose qu'il dit il faut que tu dessines. Écoute, il faut que tu dessines. Est-ce que tu dessines tous les jours? Oui, je dessine tous les jours. OK. Alors, il faut que tu continues à dessiner, que tu t'inspires. Est-ce que tu sais qui est Hans Christian Andersen? Non, je ne sais pas. Écoute, donne-moi ton papier, je vais écrire. Lis les livres de Hans Christian Andersen. Lis les livres des Green Brothers. Est-ce que tu connais cette autrice? Est-ce que tu connais cette illustratrice? Je lui ai donné une liste d'inspiration. Je lui ai dit, tu as fait super bien de venir au salon de livre, de regarder, de connaître les gens. Inspire-toi, mais travaille, dessine. Et un jour, tu vas réussir à avoir ton art et les montrer à les artistes. Et ça qui me fait peur, qu'on va devenir une communauté de personnes qui veulent gagner l'argent, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas s'inspirer, qui vont être paresseux et avers, mais avec beaucoup d'argent. Bon. Mais en même Écoute, temps, il y a une petite fille qui est venue vous voir, et comme quoi cette étincelle, elle existe. Mais ma anecdote, c'est est-ce que c'est mieux que la petite fille ou la jeune fille dessine pendant des années et qui apprend, qui s'inspire, que son élan humain s'agrandit, ou qu'elle utilise Midjourney demain, il va devenir une illustratrice dans 2 semaines, je te jure. Alors ça, c'est une question. Moi, je suis contre mais je suis très fâchée. Okay? Si je peux rajouter concernant l'illustration un petit point là-dessus. D'ailleurs, c'est un des enjeux, nous autres, qui nous touche beaucoup. J'ai rencontré plusieurs illustratrices, illustrateurs qui sortent des écoles et qui sont en train de se poser la question, est-ce que je change de métier? Et voilà, c'est l'avenir de notre imaginaire visuel qui se joue. Et ça, c'est un des tristes constats de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Autre question? Oui, devant, ici. Pardon, j'ai pas vu. Pardon. Oui, en fait, tu dis que toutes les sphères de Ce que l'activité je disais, humaine sont c'est touchées. que ce n'est pas propre au monde du livre, malheureusement, c'est qu'il y a énormément d'activités humaines qui vont être affectées par l'avancée de l'intelligence artificielle. Et puis, si vous pouvez vous consoler aussi, si on prend l'historique de la loi sur le droit d'auteur, la loi sur le droit d'auteur, c'est un grand cimetière de technologie qui, depuis 100 ans, en commençant par le rouleau de cire qui est venu permettre de recopier les concerts en public aux grandes dames des musiciens en personne, suivi par la photographie qui a fait crier tous les peintres, et suivi ensuite par le disque qui est venu également, et disque qui maintenant encore tous les artistes ont perdu leur pierre, puisque maintenant on a juste à aller sur Spotify, puis là encore tous les artistes ont perdu leurs moyens. Je ne veux pas vous décourager, ce que je veux dire, c'est que la technologie, ça fait longtemps qu'elle avance et elle continue. Et cette espèce de rouleau compresseur, il faut espérer que l'intelligence de l'homme va permettre de pouvoir en tirer le meilleur.
je comprends votre point de vue, mais personnellement, je ne pense pas que l'humain va être remplacé par la technologie parce que ça prend de la modération. En tout cas, au niveau du barreau, on ne peut pas l'utiliser. Il y a plein de cours qui ont réglementé ça. Il faut en tout cas, notre code de déontologie nous oblige à modérer les résultats. Je pense qu'on va travailler autrement. Mais je ne pense pas qu'on sera remplacé. Je ne pense pas non plus que ça va remplacer la création humaine. Non, peut-être j'ai mal... Oui, c'est ça, mais... Oui. En effet. Mais aussi, la création a survécu à tout ça et a même augmenté, s'est multiplié aussi à chaque fois qu'il y a eu... Oui. C'est il y a votre moyen indispensable, je pense, parce qu'on ne voudra pas avoir des trucs. Mais bien sûr. Et je pense qu'il n'y a personne autour de la table, y compris moi comme utilisatrice, qui pense que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est justement être comme Shiva avec 14 000 bras qui font plein de choses. En tout cas, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter que je pense que ça prend une réflexion vraiment différente selon les secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité où, par exemple, l'utilisation de l'IA ne va pas entraîner nécessairement une perte, mais peut-être un gain. Si on pense, par exemple, en radiologie, en médecine, on sait qu'il y a des avancées. L'aide aux personnes âgées, par exemple. Ça, c'est plus controversé, par exemple, avec les robots. Pas avec les robots, non. Moi, je pensais plus, par exemple, prendre un site web et puis le rendre conversationnel. Aussi, tout d'un coup, ils ont accès à l'information sans mais quand avoir à lire. Mais quand on parle maintenant de déléguer la création artistique, moi, je pense qu'il y a des enjeux qui sont vraiment distincts que de, par exemple, déléguer à une IA la capacité d'aller fouiller dans une base de données juridique dans la mesure où elle le fait correctement. Là. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de distinct ici. Puis l'argument que j'entends souvent, puis je ne dis pas que c'est ça que vous avez dit, là, mais je l'entends souvent, c'est que, de toute façon, le rouleau compresseur, il est déjà là, fait qu'on peut rien faire. Je pense qu'il y a des milieux en particulier où est-ce qu'il faut absolument essayer de protéger justement un bagage culturel puis même national, j'ai envie de dire, qui est vraiment important. Puis que si on le perd, on va perdre une identité collective aussi, je pense, dans cet imaginaire collectif, comme vous le disiez. Fait que je pense qu'il faut faire attention aussi, dépendamment des secteurs, d'avoir des conclusions différentes sur les impacts de l'IA. Merci, ça sera le mot de la fin, je crois. Merci beaucoup, vraiment. Je crois qu'on peut les applaudir.